Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Pour la deuxième journée consécutive, la Chambre des représentants a poursuivi la discussion de la déclaration ministérielle. La séance s'est déroulée dans le calme, loin des critiques acerbes et des querelles politiques. Les interventions des députés ont abordé divers sujets tels que les dépôts bancaires, la mise en œuvre de l'accord de Taïf, les violations israéliennes et la remise en activité des aéroports de Layat et Ria. La majorité a déclaré accorder sa confiance au gouvernement. Quant au vote de confiance, le président Nabih Berri a insisté qu'il aura lieu aujourd'hui, même si la session dure jusqu'à minuit, selon ses propos. Sur le front des violations israéliennes, un drone a pris pour cible une voiture dans la localité frontalière d'Al-Asr à Hermel. Il a été rapporté que 2 personnes, dont Mehran Nasreddin du Hezbollah, ont été tuées dans le raid israélien à Hermel. À l'occasion de l'inauguration d'un hub régional, la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, accueillie dans les locaux de Télé Liban, s'est penchée sur les raisons du partenariat avec le ministère de l'Information libanais ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt médiatique. Vous êtes donc présidente de France Média Monde et vous êtes présente au Liban pour l'inauguration du hub France Média Monde. Donc, quels sont ses objectifs et pourquoi avoir choisi le Liban? Alors, la stratégie de France Média Monde, qui est un groupe mondial, c'est d'être le plus près possible de ces bassins d'audience, justement, d'être sur un pied d'égalité, de ne pas parler de loin. Et donc, on a comme ça, dans des grandes zones géographiques, des rédactions qui sont enracinées dans le lieu. Dans le monde arabe, pour nous, c'était très important d'avoir une sorte d'implantation privilégiée. Et quand on pense monde arabe, implantation privilégiée, Proche et Moyen-Orient, nous, c'est un réflexe, on pense Liban immédiatement. Peut-être parce qu'on a beaucoup de journalistes libanais à France Média Monde. Et puis, quand il y a eu l'explosion en août 2020 du port, chez nous, on était vraiment très bouleversés. Et alors là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille aux côtés du Liban blessé. Donc ce hub, c'est pour renforcer notre offre numérique arabophone. D'accord. Parce que les réseaux sociaux, ça prend une place de plus en plus importante, chez les jeunes notamment. Sur les réseaux sociaux fleurissent les infox, les manipulations de l'info. Et donc nous, en tant que chaîne de service public, on se doit de défendre une information professionnelle sur ces réseaux. Le travail de ce hub, Madame Saragosse, s'est poursuivi en pleine guerre. Pourquoi avoir insisté à finaliser ce projet dans de telles circonstances? Mais on s'est inspiré des Libanais. On a essayé d'être résilient comme vous êtes dans ce pays incroyable. Et donc on s'est dit on ne va pas se laisser arrêter. Au contraire, on a redoublé d'efforts. On a continué même sous les bombes à faire des formations, à installer des équipements. Je dois dire la valise diplomatique française nous a été bien utile parce qu'il y avait 800 tonnes à acheminer pour équiper tout le monde. Donc à l'ESA, ici à l'École supérieure des affaires. Et donc c'était presque, ça nous donnait encore plus envie de continuer, je crois. Et on ne pensait pas, mais c'est tellement formidable de lancer le hub au moment où il y a cet élan qui se dessine au Liban. Et quelle est l'importance du partenariat entre France Média Monde et le ministère de l'Information, qui inclut notamment Télé Liban et Radio Liban? Alors c'est un partenariat très ancien, parce que je réalisais que moi je suis venue en 1996, la première fois déjà pour travailler avec Télé Liban, et j'ai continué dans mes différents postes à TV5 et maintenant à France Média Monde. On a un double partenariat. Sur la radio, c'est un partenariat en langue française, puisque la radio Télé Liban reprend une dizaine d'heures par jour de RFI, Radio France Internationale, qui est un des médias de notre groupe. Sur la télé, c'est un partenariat avec France 24 en arabe, puisque chaque jour, la télévision de langue arabe de Télé Liban reprend des programmes de France 24 en arabe. Et donc, c'est un double partenariat qu'on a depuis des années avec Télé Liban et Radio Liban. Et ma toute dernière question, France Média Monde s'investit beaucoup dans le domaine de la désinfox. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Il me semble que c'est un devoir de médias démocratiques. Si on manipule les citoyens, si on menace la démocratie, ça nous semble tout à fait contraire à toutes les valeurs qu'on porte. Et il nous semble donc nécessaire, quand
le mensonge a l'air d'être aussi naturel que la vérité, nous de combattre pour la vérité et d'être contre le mensonge. Donc c'est un... Le président syrien par intérim Ahmed al-Shara a rencontré le roi de Jordanie Abdallah II à Amman lors de son 3e voyage à l'étranger depuis la chute de Bachar el-Assad. Lors de cette visite, les deux pays ont décidé de collaborer pour lutter contre la contrebande de drogue et d'armes le long de leurs frontières communes. La Jordanie, l'un des rares pays arabes à avoir maintenu son ambassade à Damas pendant toute la guerre civile depuis 2011, a également accueilli un sommet international sur la Syrie le 14 décembre dernier, moins d'une semaine après la chute d'Assad. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes dans le sud de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 2 personnes ont été tuées près de la capitale Damas. Les frappes ont visé des sites militaires contenant des armes et des centres de commandement et Israël a justifié son intervention en affirmant que la présence militaire dans cette zone représente une menace directe pour sa sécurité. Ces attaques surviennent alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa volonté d'une démilitarisation totale du sud de la Syrie, rejetant toute présence de groupes islamistes ou de la nouvelle armée syrienne près de la frontière. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre dernier, Israël a intensifié ses opérations militaires dans la région, affirmant vouloir protéger ses citoyens contre toute menace potentielle. Un nouvel échange de prisonniers entre Israël et le Hamas doit avoir lieu ce jeudi. La branche armée du Hamas dit qu'elle restituera les corps de 4 otages israéliens cette nuit. L'organisation palestinienne s'apprête à restituer donc les corps de 4 otages israéliens enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023 en échange de la libération de plus de 600 détenus palestiniens. Cet accord s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Les négociations sont menées sous médiation égyptienne, qatari et américaine. Washington évoque des progrès significatifs pour une 2e phase de trêve alors que des tensions persistent au sein du gouvernement israélien où l'extrême droite s'oppose à un accord durable. Samedi, Israël avait annoncé son refus de libérer, comme prévu, 620 détenus palestiniens après la remise de 6 otages israéliens, invoquant les cérémonies humiliantes autour des libérations de captifs à Gaza. Tout laisse craindre une reprise des hostilités alors que la première phase du cessez-le-feu débutée le 19 janvier expire samedi, le 1er mars. L'Ukraine et les États-Unis s'apprêtent à conclure un accord majeur sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes. Ce texte, qui pourrait être signé dès vendredi à Washington par les présidents Zelensky et Trump, prévoit un partenariat entre les deux pays pour développer et exploiter ces richesses. Kiev a accepté les termes d'un accord sur ses minerais avec les États-Unis, le président américain ayant demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration de son prédécesseur Joe Biden. Washington développerait conjointement avec l'Ukraine les richesses minières et les revenus qui en seraient issus iraient dans un fonds. Celui-ci pourrait être conjoint à l'Ukraine et l'Amérique selon des sources proches des négociations. Parallèlement, la situation en Ukraine reste tendue. Moscou affirme avoir abattu 128 drones ukrainiens et continue ses frappes sur des infrastructures stratégiques. De leur côté, les Européens tiennent une réunion d'urgence pour discuter d'une possible trêve, alors que la Russie exige toujours d'importantes concessions territoriales et un renoncement de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Un désaccord marqué s'est également fait sentir à l'ONU, où les États-Unis ont voté contre une résolution soutenant l'intégrité de l'Ukraine, rejoignant ainsi la Russie et la Corée du Nord. Enfin, la France et le Royaume-Uni travaillent sur un projet de déploiement militaire en Ukraine une fois un accord de paix conclu afin de dissuader toute nouvelle attaque russe. Donald Trump affirme que la guerre pourrait se terminer d'ici quelques semaines. Des négociations entre diplomates russes et américains doivent reprendre demain à Istanbul, en Turquie.
Et en note finale, voici une annonce choc. Aux États-Unis, Donald Trump a dévoilé un nouveau programme d'immigration baptisé la carte dorée Trump, qui permettra aux étrangers fortunés d'obtenir un titre de résidence permanente pour 5 millions de dollars. Selon le président américain, ce programme vise à attirer des investisseurs et des professionnels de haut niveau, notamment dans le secteur de la technologie, afin de stimuler l'économie et l'emploi. La carte dorée offrirait également une voie vers la citoyenneté. Autre déclaration controversée de Trump, le président a suggéré que certains oligarques russes, malgré les sanctions internationales, pourraient être éligibles à ce programme. La mise en vente de ces cartes de résidence débutera dans 2 semaines et Trump espère vendre jusqu'à 1 million d'exemplaires. Une initiative qui suscite déjà de vives réactions aux États-Unis et à l'international. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.